Et si on remontait le temps? Bienvenue dans ce sixième épisode de Back to News consacré au 14 juillet. Estelle et moi-même, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pierre, professeur d'histoire-géographie. Bonjour Pierre. Bonjour Yann et Estelle. Et Cyril de la Garde républicaine. Bonjour Cyril. Bonjour Yann et Estelle. Bonjour et bienvenue. Merci d'être présent aujourd'hui à notre micro. Avant d'aller plus loin, remettons l'événement dans son contexte. Comme on le sait tous, le 14 juillet est fête nationale, chez nous en France, et ce depuis 1880. Elle est célébrée chaque année par des défilés militaires, des feux d'artifice, en commémoration de deux grands événements. La prise de la Bastille, en 1789, et la première fête de la Fédération, en 1790. Alors Pierre, pouvez-vous revenir rapidement sur ces deux événements? Alors déjà pour que tout le monde comprenne bien, je crois qu'il faut voir que si le 14 juillet a toujours été retenu comme date de la fête nationale, même au 19e siècle, le premier 14 juillet qui a été retenu, c'est en fait le 14 juillet 1790, c'est-à-dire celui qui correspond à la fête de la Fédération. Et c'est en 1880, effectivement, que sous la Troisième République, on a décidé que ce serait toujours le 14 juillet, mais cette fois-ci le 14 juillet 1789. Alors, où est la différence entre les deux fêtes? Le 14 juillet 1789, c'est le moment, c'est le début de la Révolution française, et c'est le moment où le peuple de Paris va venir aider les députés des États généraux que Louis XVI a réunis à Versailles depuis le mois de mai 1789 et qui sont uniquement réunis pour essayer de trouver une solution aux problèmes fiscaux du royaume, parce que on a une dette considérable, on ne peut plus faire d'emprunt, on est trop endetté et on doit créer de nouveaux impôts. Ces représentants du tiers-État, qui sont tous des bourgeois, ne sont pas venus à Versailles uniquement pour parler fiscalité, ils sont venus à Versailles pour parler changement de régime, pour parler évolution des pouvoirs. En fait, ce qu'ils veulent, c'est une réduction des pouvoirs du roi et avoir une assemblée qui possède le pouvoir législatif. Donc, il y a ce qu'on appelle une révolte juridique qui se produit au mois de juin 1789 à Versailles. Les députés des États généraux et du tiers-État font obstacle à la volonté du roi et vont se proclamer Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire vont devenir une assemblée qui va être chargée de faire une constitution et donc de forcément réduire les pouvoirs du roi. Puisque avant le roi avait les pouvoirs qu'on dit absolus, ils sont pas complètement absolus, mais il a des pouvoirs extrêmement importants. Et là, l'idée, c'est de venir un petit peu à l'image d'une monarchie à la britannique, c'est-à-dire où le roi a des pouvoirs, mais pas autant que la monarchie française. Et ce qui se passe, c'est que le roi va essayer au début du mois de juillet d'utiliser la force, pense-t-on, pour revenir sur tout ce qui a été acté pendant les 2 mois précédents. Il fait concentrer autour de Paris des troupes, et le peuple de Paris va prendre peur que le roi, en fait, utilise ses troupes pour rétablir son autorité et casser cette toute nouvelle Assemblée nationale qui vient d'être proclamée. Et donc, le 11 juillet, il y a une excitation générale dans Paris. Alors, on est au mois de juillet. Le mois de juillet, c'est un mois compliqué parce que c'est ce qu'on appelle le mois de la soudure en termes d'alimentation. La récolte de l'année d'avant est épuisée et on n'a pas encore la récolte nouvelle. Donc il y a des problèmes de subsistance et il y a pas mal de problèmes d'alimentation à Paris à ce moment-là. Quand il y a des problèmes d'alimentation, ça soulève la population. Et donc cette population parisienne en 1789, elle est échaudée par ces problèmes alimentaires. Elle a peur que le roi casse tout ce que les députés des États généraux ont fait jusqu'à présent. Et donc, ce peuple de Paris va se ruer sur les Invalides, qui est à l'époque une caserne où il y a de l'armement. On s'empare des armes et on est armé. Et le 14 juillet, en fait, ce qui se passe, c'est que la population parisienne descend dans les rues et va de façon très désorganisée se rendre vers la Bastille. Alors la Bastille, c'est une forteresse qui est une prison qui se trouve à peu près sur l'actuelle place de la Bastille, à Paris, même si elle a été intégralement cassée. On en voit quelques murs de fondation dans le métro sur la ligne 5, je crois. Il y a un endroit où on voit des vestiges encore de l'ancienne Bastille, mais sinon, on la voit plus. À la Bastille, à cette époque-là, il y a très peu de monde. Je crois qu'il y a 2 prisonniers
qui sont là, et encore, il n'y a pas de prisonniers politiques, mais c'est un symbole pour le peuple de Paris. C'est le symbole de l'arbitraire royal, de l'absolutisme royal, puisque, rappelons-le, le roi avait la possibilité d'enfermer n'importe qui sur sa simple décision sans qu'il y ait les lettres de cachet. Voilà, exactement. Il n'y avait pas besoin de justification. Et donc, c'est un symbole, la Bastille. Et en fait, la population essaye de rentrer dans le fort de la Bastille, qui est défendu par un commandant qui s'appelle Delaunay, qui est le commandant qui défend la Bastille à ce moment-là. Et puis, ça se passe mal. Delaunay fait tirer sur les émeutiers qui étaient pourtant relativement pacifistes. Du coup, la révolte grandit. On rentre dans la Bastille. On va d'ailleurs massacrer Delaunay, lui couper la tête et la mettre au bout d'une pique. Et voilà. Et le peuple prend la Bastille. Mais cet événement, si vous voulez, il est en soi assez peu important parce que il y avait personne à la Bastille. C'est plus un symbole et c'est surtout que c'est le signal dans les jours qui suivent pour que dans toutes les villes de France, il va se produire exactement la même chose, c'est-à-dire des manifestations qui vont être organisées, assez contrôlées par la bourgeoisie et qui font que les autorités qui représentaient le pouvoir du roi dégringolent. Et donc pour calmer le jeu, le 15 juillet, le roi Louis XVI vient à Paris pour calmer la population et à ce moment-là, il va arborer sur son chapeau la première cocarde tricolore, c'est-à-dire qu'il met un macaron bleu, blanc, rouge, le blanc étant les couleurs de la royauté et le bleu et le rouge les couleurs de Paris, pour montrer l'unité qu'il y a entre le roi et son peuple. Et c'est ce que l'on va célébrer le 14 juillet 1790. La fête de la Fédération qui est organisée un an après la prise de la Bastille, elle est organisée dans un contexte où l'Assemblée nationale s'est mise en chantier, on est en train de prendre plein de réformes. Ce nouveau régime politique, c'est une monarchie constitutionnelle, donc il y a toujours un roi, mais qui n'a plus le pouvoir absolu. En gros, le pouvoir législatif passe entre les mains d'une assemblée. Et en fait, cette fête de la Fédération, c'est une fête qui doit célébrer l'union entre le roi, la loi, le peuple. C'est un peu ça, les trois mots clés de la fête de la Fédération. La loi, le roi et le peuple qui est là. Et en fait, ce qu'on célèbre avec cette fête de la Fédération, c'est cette révolution qu'on pense être aboutie en 1790 et dont on pense qu'elle va s'arrêter à la mise en place de ce nouveau régime, qui est une monarchie constitutionnelle. Alors, ce qui va se produire, c'est qu'à partir de 92, quand on destitue le roi, quand on met en place une république à partir du 20 septembre 92, on va rompre avec cette image de la royauté. Et on va, alors c'est l'évolution de la Révolution avec les montagnards, avec Robespierre, Danton, qui est plus violente, qui est beaucoup plus républicaine, beaucoup plus excessive aussi. Voilà, la terreur notamment, qui va être mise à l'ordre du jour. La guerre avec l'Europe qui commence aussi, qui a été décrétée à partir d'avril 92. Ce qui veut dire que la République va beaucoup plus s'identifier ensuite au 14 juillet 89 qu'au 14 juillet 90, qui est plutôt une fête destinée à célébrer une monarchie constitutionnelle. Et donc, la Troisième République, très logiquement, en 1880, c'est-à-dire à un moment donné où la République est bien ancrée, parce qu'on rappelle que cette Troisième République, elle a été proclamée le 4 septembre 1870. La République est proclamée, mais il n'y a pas de républicains en France à ce moment-là. Et donc, ça va être très dur de créer des institutions vraiment républicaines. Et on considère que ces institutions, elles sont vraiment républicaines à partir de 1879-1880, parce que le président devient un vrai républicain, l'Assemblée nationale est républicaine, et le Sénat qui est créé est aussi républicain. Et donc on prend à partir de 1880 des lois vraiment républicaines, c'est la Marseillaise, c'est le 14 juillet 89 donc qui s'identifie à la chute contre la royauté en symbole de la République. Et depuis, c'est cette fête de 89, du 14 juillet 89 que l'on célèbre. Donc vraiment la symbolique de ce 14 juillet qu'on fête en fait chaque année, pour résumer, ça serait vraiment l'adhésion de la République aux droits de l'homme. C'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'un des premiers textes effectivement qui a été mis en place en 89 et qui a été même décrété le 23 août 89, si je ne me trompe pas, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est vraiment le socle de notre régime actuel. Il faut rappeler que la Constitution de la Ve République, dans son préambule, elle fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est vraiment un texte fondateur, et c'est vraiment ça.
c'est la lutte contre l'absolutisme, c'est la citoyenneté. Tous les despotismes. Exactement, c'est exactement ça qui est célébré à travers ce qui est un symbole en fait. Et puis il y a la célèbre phrase Liberté, égalité, fraternité, non, et puis même tout homme naisse et demeure libre, égaux en droit. Ouais, c'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, en fait. C'est la base de tout. Et puis effectivement, cette devise liberté, égalité, fraternité qui va se mettre en place à partir de 1848, à partir de la Deuxième République. Et quels sont les événements en fait maintenant qu'on organisés en France pour qu'on retrouve chaque année ou non pour célébrer cette date? Qu'est-ce qu'on retrouve concrètement Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce que l'on voit le 14 juillet qui fait référence? Oui, voilà, c'est ça. Eh ben, j'ai envie de dire plus rien. Parce que qu'est-ce qu'on voit au 14 juillet? C'est quoi? C'est un défilé militaire, en gros, le 14 juillet. Hein. Et donc, en fait, c'est devenu, alors bien évidemment, la date de la fête nationale, parce que c'est donc un moment politiquement, théoriquement, dans lequel les Français devraient se retrouver autour de ces valeurs passées qui sont le fondement de notre République. Mais on sait qu'en ce moment, c'est compliqué. Hein. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent pas à fond aux valeurs de la République pour diverses raisons. Il y a deux choses, en fait. Il y a le souvenir de ce qu'était le 14 juillet 89, mais à la limite, quand si vous regardez les commentaires du défilé qui sont faits sur les différentes chaînes, on fait très très peu de références à l'histoire. Par contre, c'est la puissance de la France, c'est la grandeur de la France, par les invités du chef de l'État, par la démonstration de force militaire, qui théoriquement est un élément de la République. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir la République au démarrage sans la défense de la République. Il faut bien dire que le service militaire qui a été instauré très tôt, c'est quelque chose de très républicain, parce que le principe de base du service militaire, c'est tout le monde théoriquement doit être égal devant la loi, personne ne peut y échapper, et tout le monde devait faire théoriquement son service militaire. À la base, l'idée du service militaire, c'est-à-dire que chaque citoyen du pays doit défendre son pays, c'est une valeur républicaine. On parle du service militaire. Qu'est-ce qui se passait si un Français ne faisait pas son service militaire à l'époque? Refusait d'y aller. Alors, ça dépend de l'époque. On va dire que moi, je suis d'une époque... De votre génération, par exemple. Alors, moi, j'ai fait mon service militaire en 1986. Parce qu'il était obligatoire, quoi. Le service militaire était obligatoire, il était d'1 an à l'époque, en 1986. Alors j'ai beaucoup de mes camarades qui ont essayé de se faire réformer pour des problèmes, alors pas seulement, pour des problèmes de maladie, pour des problèmes, voilà. Sauf qu'on savait très bien que par le jeu de connaissances, on arrivait plus facilement à se faire exempter et que du coup ça devenait très inégalitaire. Qui ne connaissait personne était obligé de faire son service et puis qui connaissait des gens qui pouvaient... Bon, on est devenu à un moment donné, c'est pour ça que Jacques Chirac en 97 a suspendu, attention, il n'est pas supprimé, il est simplement suspendu, le service militaire. Ça veut dire que un décret présidentiel peut le rétablir. Il n'a pas été arrêté. Ce qui se passait, c'est que c'est une obligation républicaine. Ça veut dire que si jamais on ne le fait pas, on se met en défaut devant la loi. Les gendarmes passent, ou la police, je crois que c'était les gendarmes plutôt, qui viennent vous arrêter pour vous emmener là où vous devez être. Alors je sais pas si c'est un délit, un crime ou je sais pas la qualification, mais on contrevient à la loi, on contrevenait à la loi si jamais on n'allait pas faire son service militaire. Et dans les temps plus reculés, ça pouvait être puni beaucoup plus gravement. En temps de guerre, c'est de la désertion. Donc c'est plus, c'est assimilé à de la désertion, c'est pas vraiment de la désertion. Mais si on doit faire son service militaire en temps de guerre, ça veut dire qu'on part direct à la guerre. On voit bien en Russie à l'heure actuelle que une grande partie des soldats russes qui se font tuer en Ukraine, ce sont des militaires qui font leur service militaire en Russie et qui donc sont pas des militaires de métier pour certains d'entre eux, parce qu'il y a aussi ou même vice versa côté ukrainien. Il y a eu un appel général pour les gens qui étaient boulangers ou peintres, qui n'ont pas eu le choix et qui ont été appelés sur le front pour défendre côté ukrainien aussi. Alors après, il faut voir, c'est un peu ce qui s'est passé aussi sous la Révolution quand la France a été attaquée en 1793 et que la France est envahie. On fait une levée générale, une levée en masse comme on dit à l'époque, on réquisitionne tout. Il n'y a pas forcément eu de réticence, parce que là c'est le sentiment patriotique des gens. Et on voit bien qu'en Ukraine, et je pense que c'est l'un des obstacles que les Russes n'ont pas vu, c'est qu'il y a une volonté de défendre son pays, il y a une force patriotique que les Russes sous-estimaient à l'intérieur de l'Ukraine et qui fait que les gens sont capables de faire n'importe quoi pour défendre leur pays, quoi. Je crois que ça doit être à peu près comme la France, c'est-à-dire que la France, en ce moment, il n'y a pas de service militaire, donc, mais si le pays est attaqué, tout le monde et tous les jeunes de plus de 18 ans doivent le devoir de défense. C'est ce qui était stipulé dans la mobilisation. Tout à fait. C'est-à-dire que si jamais la France était attaquée là,
automatiquement, il y a un ordre de mobilisation qui tombe et tout le monde, de plus de 18 ans, alors après, il y a des conditions qui font que quand on a plus de tel âge, il faut bien savoir que c'est pas parce que on ne fait plus de service militaire en France aujourd'hui que les citoyens ne seraient pas associés à la défense du pays si on était attaqué. Attention. Oui, oui. C'est très différent. Si nous on attaque, là ça marche pas. Mais si on est attaqué, il y a un devoir de défense, ouais, tout à fait, qui est très républicain. D'accord. Bah, merci beaucoup Pierre pour cette intervention. Je rappelle que Pierre est un spécialiste en histoire-géographie. Il est professeur dans un lycée à Sonia-Delaunay. Donc il est un peu notre spécialiste historien. Histoire, Voilà. ici. Estelle, je te laisse la main et puis on va interroger notre deuxième Voilà, invité. donc on est en compagnie aussi avec nous donc d'un militaire, précisément un maréchal des logis-chefs. Donc Cyril, bonjour. Bonjour. Donc on va passer un petit peu maintenant à votre point de vue et votre parcours aussi. Pouvez-vous déjà vous présenter et nous présenter votre parcours en tant que militaire? Alors, moi, j'ai commencé ma carrière donc en gendarmerie, c'est-à-dire j'ai passé le concours de la gendarmerie, où j'ai fait une école de gendarmerie en 93, de 92 à 93. C'était à l'époque où il fallait faire 10 mois pour faire une école. Maintenant, c'est passé à 12. Donc ça s'est rallongé un petit peu, ça s'est calé un peu sur les modalités de la police nationale. À l'époque, la gendarmerie nationale appartenait vraiment au ministère de la Défense et la police au ministère de l'Intérieur. Sorti de l'école, eh bien, j'ai choisi une spécialité qui est la garde républicaine. Donc, j'ai été muté dans une caserne du 1er régiment d'infanterie qui est basé à Nanterre. Sachant que le 1er régiment, la garde républicaine est composée de 3 régiments. Le premier qui est basé à Nanterre et qui évolue uniquement au Palais de l'Élysée. Le deuxième régiment qui est basé à Boulevard Kellermann, où c'est la maison mère l'état-major, qui est basé uniquement sur les palais nationaux intramuros. Et le troisième régiment qui est le régiment de cavalerie et de fanfare de la garde républicaine. Voilà. Les palais nationaux intramuros, c'est quoi? Alors, les palais intramuros, c'est tous les autres palais autres que l'Élysée, puisque le premier Ministériel, tout ça. et Le ministère, l'Assemblée nationale. alors il y a beaucoup, hein. Il Valide. y a tout ce qui est Assemblée nationale, le Sénat, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, le palais de justice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi Ministère de la tout ce Défense. qui est les ministère de la Défense et ministère des Outre-mer. Et il y a aussi le ministère de l'écologie maintenant. Tout ça, ça englobe la garde républicaine, donc qui représente, on va dire, un microcosme des effectifs de gendarmerie, hein, puisque la garde républicaine est une spécialité à part, comme par exemple le GIGN ou les pelotons d'intervention du GI ou de tout ce qui est la gendarmerie maritime, la gendarmerie de l'air et les pelotons d'intervention de haute montagne. Ensuite, eh bien, j'ai fait une grosse partie de mon début de carrière donc au premier régiment, donc dévolu uniquement à l'Élysée. En deuxième partie, je suis parti à l'étranger. Je suis parti à l'ambassade de Tallinn en Estonie, où j'ai évolué 3 années là-bas. Donc, j'étais en charge avec un collègue uniquement de la sécurité de l'ambassade. Et je suis revenu ensuite à Paris au ministère de la Défense, où j'ai fait à peu près 8 ans. Ensuite, j'ai évolué vers une caserne du 7e arrondissement, où là, on est dévolu uniquement donc sur les palais proches. Et quand vous êtes engagé, en fait, quel était le symbole pour vous de l'engagement dans le service militaire? Pourquoi vous êtes-vous pourquoi cette engagé? voie-là? Est-ce que... Ben, je me suis engagé parce que j'avais des fortes convictions de vouloir être utile à mon pays et puis faire un métier vraiment de représentation et d'utilité publique. Ça m'a toujours attiré, tout ce qui était comment je veux dire un métier qui porte des valeurs et qui porte un uniforme aussi. J'étais très attiré par tout ce qui était en uniforme. Et donc aujourd'hui, vous êtes maréchal des logis-chefs. En quoi votre métier consiste? Vos tâches, vos missions au cours d'une journée, par exemple? Alors, c'est très très varié, hein. Tout dépend où on est et dans quel régiment on est et quelle spécialité on a. Ça peut être une garde de 24 heures dans un palais national.
Ça peut être une intervention, ça peut être une mission de sécurité, une mission d'honneur, une mission de représentation. C'est quelque chose de très varié et qui nous fait changer de lieu, de tenue et d'investigation. Est-ce qu'il y a aussi des fonctions administratives qui vous incombent? Et il y a des fonctions administratives qui nous incombent, mais on peut dire que c'est des fonctions à part de spécialité qui sont évoluent maintenant vers on va dire que il y a des grades spéciaux pour cela. On peut avoir un exemple de fonction administrative? Alors une fonction administrative, ça peut être gestionnaire dans un état-major, ça peut être gestionnaire dans une caserne, ça peut être Les gestionnaires dans une caserne, c'est on gère ce qui est parc immobilier. Alors oui, la gendarmerie a cette spécialité, outre que la police, c'est qu'on est logé et donc il faut absolument administrer une caserne, c'est-à-dire le parc immobilier, tout ce qui est infrastructure, qui concerne l'infrastructure à l'immobilier et tout ce qui concerne la sécurité aussi de l'immobilier. Pouvez-vous nous dire en plus sur le cheminement que vous avez dû suivre au moment de votre engagement? Le cheminement au niveau de l'engagement, bah, c'est surtout une forte volonté Mhm. d'aller vers les métiers de l'ordre. C'est passer des concours, c'est se rendre apte à des aptitudes physiques et de loyauté, parce Mhm. qu'on a quand même des enquêtes qui sont dévolues D'accord. sur nous et notre famille, et nos compagnes et nos compagnons aussi, hein. Mhm. C'est les deux. On s'engage pas en gendarmerie, on s'engage pas dans des métiers comme ça à l'aveuglette. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Ça engage notre vie de famille, ça nous engage pour Oui, il faut longtemps. en discuter en Il faut amont en avant. discuter en amont. Beaucoup de jeunes se rendent compte au bout de quelques années que c'est pas fait pour eux, Mhm. donc ils changent de voie. Beaucoup pensent aussi que c'est quelque chose qui est anodin. Or, ça implique énormément dans la vie de tous les jours. Justement, puisqu'on parle des jeunes, il y a peut-être des jeunes qui sont en train de nous écouter là. Quelle est l'importance du potentiel physique dans le concours? Il faut vraiment être Le très potentiel physique affûté, est hein. très 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 important puisqu'en fait maintenant il y a enfin, ça fait partie des points donc à acquérir pour être gendarme. Il y a une forte condition physique puisqu'évidemment c'est un métier très physique, qu'il soit au quotidien ou qu'il soit à la demande. Il faut avoir un état d'esprit où on aime entretenir son physique. Mhm. Il faut avoir un état d'esprit où on est toujours dans la performance et toujours dans le plus que soi-même. C'est les épreuves de sport et les épreuves psychologiques qui font que les échecs sont les plus nombreux. Et donc les épreuves de concours théoriques, ça serait sur quoi à peu près? Alors nous on est passé catégorie B, donc c'est niveau bac, hein. D'accord, Mais bon, ok. on sait très bien que tous les concours sont toujours un petit peu plus élevés que le niveau qu'on demande, mais c'est notamment les épreuves physiques Oui, qui sont les qui plus joue difficiles, qui jouent clairement. clairement les épreuves de barrage. Alors si on revient un petit peu sur notre date symbolique, qu'est-ce que le 14 juillet représente pour vous au niveau de sa symbolique, ses valeurs? Vous avez défilé à plusieurs 14 juillet, vous en avez organisé aussi plusieurs, et qu'est-ce qui représente pour vous cette date? Là, pour nous, cette date, c'est la valeur de la République, la valeur de l'engagement, la valeur de l'appartenance à cette France qu'on aime et aux valeurs qu'elle porte. Donc c'est un grand défilé pour nous, un grand défilé militaire auquel on s'implique totalement. Il faut savoir que la plupart des volontaires pour défiler au 14 juillet le font par conviction et parce qu'ils ont envie de le faire. C'est rarement imposé. On est suffisamment nombreux, euh, notamment à la garde républicaine, pour se porter volontaire. Il y a toujours beaucoup plus de volontaires que d'ennemis. Et c'est quelque chose qu'on fait avec plaisir et il n'y a jamais de réticence à le faire. Après, il y a beaucoup d'exigences parce que c'est un défilé, donc ça reste toujours de l'exigence de haut niveau. Donc la plupart n'ont pas forcément les compétences, qu'elles soient physiques ou aussi, comment je veux dire, techniques, parce que c'est fortement technique. Et c'est quoi un petit peu vos ressentis? Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on s'entraîne à défiler au 14 juillet? Il y a des répétitions? Alors, il y a évidemment bien des répétitions tous les ans, c'est toujours à la même période. Donc ça commence à peu près mi-juin pour être prêt fin mot le jour J. On part sur 15 jours à 3 semaines d'entraînement intensif. Donc là, on est détaché en fait de notre quotidien, de nos tâches quotidiennes, et on ne fait que ça. C'est-à-dire on s'entraîne tous les jours.
que ça soit le samedi, le dimanche, parfois tôt le matin aussi sur les Champs-Élysées. On part donc ce qu'on appelle là-bas à Satori, on est toutes les troupes interarmes où on se réunit tous, on se connaît, on apprend à se connaître, on apprend à défiler aussi, sous les ordres évidemment du gouverneur militaire de Paris, puisque c'est lui qui organise et c'est lui qui donne l'impulsion. Donc c'est quelque chose qui est absolument chronométré et qui est vraiment d'une précision chirurgicale à chaque fois, de façon à intégrer les troupes dans un certain ordre sur la musique. Donc c'est quelque chose qui est prévu un an à l'avance et qui est organisé les 3 dernières semaines. Et justement, vous disiez que donc il y avait beaucoup de volontaires pour participer Oui, au 14 juillet, forcément. oui, Et mais du coup, donc il y en a, on va dire que les personnes sont sélectionnées, sont choisies parmi le grand nombre de personnes qui se proposent. Et tout à comment fait. ces personnes-là sont choisies? C'est sur leur capacité Alors, physique, sur leur... alors il y a beaucoup de volontaires, elles sont choisies par rapport à ce qu'elles ont comme expérience, c'est-à-dire si elles ont déjà défilé. Si elles sont déjà défilées, ça s'est bien passé, forcément, c'est plus facile. Si c'est des jeunes recrues, on fait attention à bien les encadrer, on sait quelles sont leurs performances avant, on essaye de les intégrer dans un défilé, mais parfois c'est difficile, parfois il y en a qui échouent et qui ne sont pas aptes. C'est vraiment un investissement. C'est vraiment, Oui, oui. il Donc, faut vous travaillez les s'investir, il faut profils de travailler chaque au profit personne de chaque personne. avant. D'accord. Évidemment, après il y a des critères physiques, hein, parce que ce qu'on appelle, on fait un toit, hein, c'est un langage technique, c'est-à-dire en fait, il faut pas plus qu'il y ait de 10 centimètres, par exemple, premier régiment, c'est entre 1,85 et 1,75, par exemple. Donc ces 10 centimètres là, il faut qu'ils soient répartis sur ce qu'on appelle les troupes. Donc si on parle un petit peu de la situation internationale actuelle, c'est-à-dire la crise en Ukraine, est-ce que ça rend le 14 juillet plus symbolique, plus important? Parce que là, on se dit, c'est vrai qu'un jour, on pourrait nous aussi être attaqués. Est-ce que ça rendrait pas cette fête nationale encore plus importante qu'avant? Alors pour moi, si, évidemment, puisque faisant partie intégrante des forces armées, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Vivant dans une caserne et être en contact avec tous les militaires, on sent l'engagement, la volonté, qui fait que, bien évidemment, si notre pays sera attaqué, on a une force assez puissante humaine, notamment, de conviction et d'engagement de chaque militaire. Ça, c'est indéniable. Et moi, je voulais rajouter peut-être sur un point plus politique, on va dire, que à un moment où on voit bien qu'on a quand même une grosse défiance au niveau politique, hein, par rapport au personnel politique, avec le taux d'abstention, avec la critique des politiques qui nous gouvernent et dont on dit qu'ils sont plus élus véritablement parce qu'il n'y a plus assez de personnes qui les élisent, etc. Face au communautarisme qui est en train aussi de se développer de façon très importante. Je crois que le 14 juillet, c'est un des moments forts pour essayer de rappeler aux gens que ce qui fait qu'on est français aujourd'hui, c'est l'adhésion à un certain nombre de valeurs. C'est pas parler une langue, c'est moins culturel que politique. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup tendance à oublier. C'est-à-dire que si on n'est pas unis autour de la liberté, de l'égalité, de la souveraineté nationale, de la fraternité, de la laïcité, etc., on perd de vue des valeurs fondamentales et le tissu se désagrège quelque part. Et je crains qu'on soit un peu dans cette période-là en ce moment. Et le 14 juillet, ça peut être un moment pour marteler, il faudrait que les politiques aussi utilisent beaucoup plus ce moment pour rappeler ce que sont les valeurs de notre pays et les fondements républicains de la France actuelle. Et moi, je voudrais aussi rajouter quelque chose pour vous, Cyril. Selon vous, renforce-t-il l'image de l'armée? Est-ce que vous sentez, quand vous avez défilé, qu'il y a peut-être des spectateurs qui sont plus attirés par les bandes spécifiques de l'armée, c'est-à-dire il y en a plus qui vont applaudir, par exemple, la troupe de la patrouille de France, ou alors les pompiers ou les policiers. Absolument, absolument. Il faut savoir que quand on est spectateur et quand on est dans les tribunes, et que surtout quand on défile, donc on a cette fierté de défiler, mais on sent pertinemment le public qui est emmené, les applaudissements qui sont beaucoup plus en ferveur par exemple, moi je pense à La, la garde républicaine, elle est très applaudie. la Légion étrangère. La Légion étrangère est très applaudie. Notamment aussi, ce qu'on oublie aussi, c'est les troupes qui font partie intégrante des armées, qui sont les personnels médicaux, on appelle les OPEX, les opérations extérieures militaires, qui sont très très applaudis et qui sont valorisés à ce moment-là. Tout ce qui est de la patrouille de France, tout ce qui est conducteur d'engins aussi. On sent, si on se place au niveau des tribunes, on voit la ferveur quand même. Hein. C'est quand même
très franc et c'est très visible au moment du défilé. Ça, Et surtout que c'est un événement voilà qui arrive une fois par an, donc tout le matériel qui défile, etc. C'est des choses que les gens ne voient pas d'habitude. bien Tout sûr, ça c'est caché, bien donc sûr. en fait ça permet voilà de montrer la réalité Bien sûr. de notre Il y a rien, puissance. il y a rien de notre plus force. Et la fierté de tous les militaires qui Évidemment. défilent. Par rapport au service militaire, on en a parlé tout à l'heure. Êtes-vous pour ou contre le retour de ce service militaire aujourd'hui en France? Moi, je suis une partie d'une génération qui a fait son service militaire et qui en est fière, ça m'a beaucoup apporté. Je vois par rapport à moi, à mon âge et maintenant, comme je fais partie du personnel encadrant des jeunes recrues, je vois le manque de formation, le manque en fait de conviction au niveau militaire qui est ancré parmi ces jeunes-là. Ce sont des jeunes lycéens qui sortent, qui n'ont pas forcément trouvé encore leur voie. Alors il faut savoir que maintenant la gendarmerie comme la police, on a des contractuels. Donc en fait ce sont des jeunes qui s'engagent pour tant d'années et qui cherchent encore leur place, mais qui ont ce manque de culture militaire qui fait que ça leur pêche par rapport aux générations antérieures. C'est pas eux qui en sont le défaut, ils en sont les victimes, je pense. Je pense qu'ils n'ont pas eu cette chance de pouvoir avoir eu un service militaire, même peut-être court, même de 6 mois, parce que je sais que même si le président Chirac l'a suspendu, il l'a égrené au fil des années. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont commencé par faire 12 mois, après 10 mois, après 8 mois, et c'est tombé à 6. Maintenant, il n'y a plus rien. Alors, c'est un service civil. Comment fonctionnent les armées en France? On a un peu aussi d'enseignement à la défense dans l'éducation morale et civique au lycée, mais très peu. Mais ça fait partie aussi de ça. Ça fait partie de ça. Et c'est ce qui manque vraiment. Et les jeunes sont en demande de ça. Oui, parce que c'est vrai que nous, pour avoir Yann comme moi, avoir fait la journée défense et citoyenneté, c'est pas forcément une journée qui a été gravée, marquée dans notre mémoire, parce que c'est beaucoup d'informations, c'est de la théorie, je pense que ça n'a rien à voir avec une pratique militaire. Donc. Et pour rejoindre ce que disait Cyril, moi aussi je fais partie d'une génération où, comme j'ai dit tout à l'heure, où j'ai fait un service militaire d'1 an. Je crois que ce qui manque beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui, et j'en parle beaucoup avec eux pendant les cours, c'est qu'on est rentré dans une société hyper individualiste à l'heure actuelle, où les jeunes sont très très individualistes, sont devenus des consommateurs de plein de choses. Et le service militaire, c'est un moment où on est obligé de ne pas penser à soi d'abord, et de penser au groupe, de penser à la collectivité. Et je crois que ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel quand on devient après un citoyen et qu'on fait partie d'une nation, d'un ensemble. Aujourd'hui, on a trop de gens qui pensent pour eux, par eux et dans leur intérêt, ce qui veut dire qu'évidemment, on ne voit pas du tout l'intérêt de faire partie d'une communauté. Et à l'armée, il faut d'abord penser au groupe, et puis quand on n'est pas d'accord avec, on se tait parce qu'on sait qu'on peut pas. Et ça, c'est des choses qu'on a un petit peu perdu de vue. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que Pierre a tout à fait raison, mais par contre, moi je sens au niveau des jeunes qu'il y a cette volonté d'intégration vite. En fait, ils sont individualistes parce que c'est la société qui est comme ça. Mais par contre, quand on les plonge dans quelque chose d'un groupe où il y a une cohésion, où il y a des valeurs, ils prennent tout de suite et ils sont pas du tout réticents. Quel message vous voulez transmettre à la nouvelle génération avant de s'engager, qu'ils réfléchissent vraiment à l'engagement? Qui n'hésitent pas à au moins essayer de faire peut-être même un service court, un service court d'engagement sur 1 an ou sur 2 ans. Si un jeune veut s'engager maintenant à l'armée, dans quel site web il peut aller? Ministère de la Défense, de toute manière, ça, il peut trouver toutes les informations. D'accord. Il faut savoir qu'il y a l'école de la deuxième chance, ça c'est la ministre Alliot-Marie qui l'avait créée. Oui. Donc on peut aller sur les 4 armées. Les 4 armées recrutent de toute manière, que ce soit à quelques niveaux de diplôme, que ce soit du CAP ou master. Ce sont des engagements qui permettent de mettre le pied à l'étrier dans le monde militaire. Mais il faut pas hésiter à aller fouiller sur les sites de la Défense ou même du ministère de l'Intérieur maintenant. Merci en tout cas Cyril pour cette intervention. Merci Pierre aussi pour votre analyse. C'est avec plaisir. Nous arrivons donc au terme de cet épisode. Merci à vous Pierre et Cyril pour nous avoir accordé votre précieux temps. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous écouter, mais surtout que cela vous a permis d'en apprendre davantage sur cette profession militaire et les différentes valeurs portées à la France. Dans l'attente des prochains épisodes, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, et nos différentes plateformes, YouTube, Spotify, Deezer. On vous dit à bientôt. Et passez un très bel été.